Bonjour Aram, Bonjour Diabou. vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Oui. Donc, je m'appelle Aram Gaysen. Je suis un colibri, une socio-économiste engagée, mariée et mère de 2 enfants et cofondatrice et directrice exécutive de Social Change Factory et aussi vice-présidente du consortium Jeunesse Sénégal en charge de l'inclusion et de la justice sociale. Nous sommes heureuses de vous accueillir aujourd'hui et parlons justement du colibri. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette allégorie pour qu'on en sache un peu plus? Oui, avec plaisir. Donc, on dit qu'un jour il y avait un feu, un incendie dans une forêt. Tous les animaux étaient apeurés. Ils savaient pas quoi faire. Et il y a un petit oiseau, un colibri, qui a décidé de commencer à aller prendre de l'eau et mettre des petites gouttes pour essayer d'éteindre le feu. D'autres animaux l'ont vu et lui ont dit « Mais colibri, ce que tu fais, ça sert à rien. Tu pourras jamais éteindre le feu tout seul. » Et il leur a dit « Je le sais, mais je fais ma part. » Ensuite, tous les animaux se sont dit « Ben, nous aussi, on va faire notre part. » Et ensemble, ils ont pu éteindre le feu. Donc nous, pour nous, Social Change Factory, c'est une fabrique de colibris qui travaille justement à transformer les citoyens, surtout les jeunes, mais à surtout aussi les inviter à être acteurs du changement au sein de leur communauté. Alors, c'est un engagement que vous avez pour ces jeunes-là. Vous les aidez à prendre confiance en eux, à s'impliquer. Pouvez-vous nous raconter les origines de ce concept? Alors, donc pour nous, l'origine, c'était vraiment quand on a créé Social Change Factory il y a 10 ans maintenant, on voulait se parler à nous-mêmes parce qu'on avait une moyenne d'âge de 24-25 ans et on s'est dit que c'était important de changer l'état d'esprit des jeunes pour qu'on soit plus orienté solution. On sait qu'il y a beaucoup de problèmes, mais nous, qu'est-ce qu'on peut faire en fait concrètement? Donc c'est comme ça qu'on a créé notre premier projet qui s'appelle Voix des jeunes, où c'était une compétition interuniversitaire où l'idée c'était d'avoir un parcours formateur qu'on a développé au fil des années, qui s'appelle maintenant le parcours du colibri, et avoir justement cette émulation autour de la compétition pour attirer des jeunes. On a travaillé avec des universités pour ça, et ensuite aller au niveau des communautés, travailler sur des solutions et ensuite mettre en œuvre ces solutions. Et au final, la compétition est autour de la solution la plus durable, qui répond le plus aux besoins des communautés. Et c'est comme ça qu'on a le gagnant de la compétition. Donc l'idée, c'était vraiment d'être dans de l'edutainment, de pouvoir former, accompagner les jeunes, mais aussi être vraiment dans quelque chose de divertissant. Et on a rendu ça... on a assez de la production, on fait de la production audiovisuelle autour de ces compétitions et ces projets, justement pour que ce soit diffusé à plus grande échelle et que les gens puissent être inspirés. Alors justement, Social Change Factory fête ses 10 ans d'existence en 2024. Pouvez-vous nous faire un peu le bilan des succès et des réussites? Oui, donc sur ces 10 ans, notre plus grand succès, je pense que c'est tous ces petits colibris qui font partie de notre communauté maintenant, qui ont participé à nos projets et qu'on voit maintenant vraiment dans leur quotidien essayer d'être des acteurs du changement. Peu importe où ils travaillent ou les activités qu'ils font, ils essayent vraiment de réfléchir à comment ils peuvent avoir un impact social dans ce qu'ils font. Et c'est ça aussi qui était la base de notre théorie du changement. Comment pour changer l'Afrique, avoir une Afrique prospère, on travaille sur le mindset des dirigeants, leur empathie, leur sensibilité, pour qu'ensuite nos prochains dirigeants puissent avoir toutes ces valeurs humaines dans l'exercice de leur travail. Donc ça, c'est vraiment en tout cas l'une de nos plus grandes fiertés. Aussi l'impact qu'on a pu avoir, on a pu s'étendre dans la sous-région avec des activités dans près de 18 pays, plus de 200 000 personnes impactées directement et à un niveau indirect des millions de personnes vu que nos contenus sont télévisés et aussi disponibles sur nos plateformes YouTube notamment. Alors, Diabou TV s'intéresse beaucoup à aux jeunes filles africaines et j'aimerais savoir quels sont les programmes justement que Social Change Factory a mis en place pour accompagner ces jeunes filles-là pour leur épanouissement. Oui, concernant les jeunes filles, on a différents programmes. Déjà, on a un jeu
éducatif qu'on a créé qui s'appelle Yamagunham, qui est sous forme d'éventail, un jeu de questions-réponses. Et il y a une édition qu'on a réalisée qui est sur l'égalité et l'équité, qui parle des droits des filles, des droits des femmes, également de figures féminines, justement pour que les jeunes filles et les jeunes garçons puissent connaître les droits des filles et des femmes, mais aussi avoir plus de connaissances sur ces questions. Donc, on travaille avec les IF et ces jeux sont utilisés comme des outils pédagogiques au sein des écoles. On a également un projet en Côte d'Ivoire qui s'appelle Voix des adolescentes, pour lequel il y a toujours cette partie formation. On renforce les capacités des jeunes adolescents et ensuite elles sont invitées à développer des initiatives au sein de leur communauté, travailler avec les leaders religieux, les leaders de leur communauté et parler des droits des filles. Notamment à Touba, en Côte d'Ivoire, il y a une initiative qu'elles ont créée qui s'appelle Mon école au marché, où elles ont vraiment voulu aller trouver des filles dans les marchés et justement les accompagner pour les alphabétiser, qu'elles sachent au moins lire, écrire, lire, écrire. Ouais. Alors, vous intervenez dans les questions de jeunesse. Donc, je ne peux pas finir cet entretien sans vous parler de l'immigration clandestine, de toute cette jeunesse désabusée qui perd la vie dans les pirogues. Quelles sont les solutions, justement, que vous préconisez pour aider ces jeunes-là à retrouver l'espoir? Merci beaucoup pour cette question. Moi, les questions de migration me touchent vraiment personnellement. À un moment, j'ai eu à travailler à l'OIM et aussi au Conseil danois pour les réfugiés. Et je pense que même à travers nos programmes, c'est toujours bien de renforcer ses capacités, d'être acteur du changement. Mais au quotidien, en fait, on doit pouvoir subvenir à ses besoins. On doit pouvoir vivre dignement. Et sur ça, les solutions qu'on a essayé d'apporter, elles sont liées à un autre projet qu'on mène aussi en Côte d'Ivoire qui s'appelle Voix des jeunes jobs. On a essayé de cartographier dans 5 régions les secteurs professionnels qui sont le plus développés et plus porteurs. Et par la suite, avoir des jeunes qu'on accompagne, on les forme et ensuite on les insère. L'idée, c'est vraiment de voir comment, dans la région où on est directement, on peut trouver plus facilement un travail. Donc, les résultats sont assez prometteurs sur ce projet pilote en Côte d'Ivoire actuellement, qu'on clôture prochainement en octobre. Mais aussi, on a un autre projet qui est lié à l'accompagnement des organisations de la société civile. Donc, à un moment donné, on s'est dit que, après justement une étude qu'on avait faite auprès des OSC, qu'elles ont de nombreux besoins en renforcement de capacité, que ce soit sur la gouvernance, sur la communication, sur la gestion des projets. On s'est dit que ce serait intéressant de créer un parcours qu'on a appelé SIGI, qui veut dire en Wolof relever sa tête, parce que l'idée c'est que les OSC puissent relever leur potentiel également. Et c'est un programme aussi qu'on est en train de mener. Il y a une phase pilote, il y aura une autre phase. Donc, c'est une micro-solution ou ces solutions qu'on essaye d'apporter, mais tout en sachant que tout changement structurel ne peut être porté que par l'État, pour vraiment proposer des opportunités, proposer du travail à ces jeunes et qui puissent en fait tout simplement vivre dignement et subvenir à leurs besoins. Alors, Aram, on sait que vous êtes aussi militante, partie prenante. Vous avez même prononcé le discours lors du fameux mémorandum du collectif des citoyennes pour la préservation des droits des femmes. Alors, où en êtes-vous avec la plateforme? Alors, c'est vrai que au sortir des premières nominations, il y a vraiment eu un désenchantement, on va dire. Faut savoir que j'ai été très active dans Arts New Élections. Donc c'était vraiment, il y avait un espoir qu'il y ait une rupture jusqu'au bout. Donc c'est vraiment ça qui, en tout cas moi, m'a motivée à intégrer cette plateforme pour qu'on puisse justement dire qu'on n'est pas d'accord et que c'est des choix en fait de nommer des femmes. On peut décider que on va faire une action pour changer les choses pour le futur. Et pour moi, c'est une occasion qui a été manquée, justement, d'aller jusqu'au bout de cette rupture et de choisir,
au moins, en tout cas, ne pas faire moins que les gouvernements précédents. Et sur les premières nominations, c'était vraiment moins que ça. D'où cette plateforme, cette déclaration qui a été signée par près de 2000 personnes, je pense, et le mémorandum qu'on a fait. Donc, des correspondances ont été envoyées auprès du ministère de la Famille et aussi du président de la République. On a eu des réponses, mais c'est vrai que là, la plateforme est un peu, on va dire, en pause. Mais il faudrait qu'on puisse se réactiver rapidement, justement même avec les législatives qui approchent, voir comment la plateforme peut être une solution, en tout cas soutenir des femmes candidates, pourquoi pas porter une liste, mais c'est pas possible, une liste de femmes, vu qu'il faut la parité. Mais en tout cas, je pense que la plateforme peut faire des choses et continuer son combat, parce que pour les droits des femmes et des filles, il faut jamais arrêter, parce que on peut toujours retourner en arrière. Donc, il faut continuer. Quelles sont vos plus grandes fiertés? Est-ce les colibris, les projets? Parlez-nous de vos plus grandes fiertés. Oui, les colibris, bien entendu. Voir comment des jeunes sont transformés et comment il y a un déclic qui naît en eux et ils se disent oui, je peux être acteur du changement pour mon pays, pour ma communauté. Mais aussi la manière avec laquelle on a voulu faire du développement différemment et qui a marché. Vraiment sur le développement positif, changer le narratif autour de l'Afrique, autour de sa jeunesse. Et voir des idées de projets pour lesquels on a eu des brainstorming, on a réfléchi et pouvoir avoir les moyens de les mettre en œuvre et de voir ce que ça donne. Pour moi, c'est vraiment une grande opportunité de pouvoir faire ça et d'essayer justement à notre manière, à notre niveau, de créer des opportunités pour les jeunes et de participer à leur développement personnel et également au développement de communautés. Et au bout de 10 ans, quels sont vos nouveaux challenges? Alors, on a de nombreux challenges, surtout liés à l'autonomie, parce que en tant qu'organisation de la société civile, association, on dépend beaucoup des partenaires qui financent nos activités. Donc, parfois, peut y avoir des périodes sans financement, ce qui peut être difficile parce qu'on a des équipes qu'il faut pouvoir rémunérer. Donc cette dépendance est un grand défi. Également les zones où on est. Par exemple, j'ai eu des collaborateurs qui étaient au Niger pendant le coup d'État. Donc fallait organiser leur rapatriement alors qu'il y avait plus de vols. Donc voilà, c'est quelques challenges auxquels on fait face, mais pour lesquels on essaie en tout cas de trouver des solutions pour pouvoir continuer à contribuer au développement du leadership des jeunes et des communautés et des systèmes également. Alors, je vais te poser la question depuis le début. Quelles sont vos références féminines? Quelles sont les femmes qui vous inspirent? Alors, les femmes qui m'inspirent, il y en a beaucoup, mais de tête comme ça, je débute par ma mère, qui m'inspire beaucoup. Pour moi, c'est toujours des parcours différents pour chaque mère, mais comment elle s'est vraiment engagée pour nos études. Et j'ai l'habitude de dire que moi, le plus beau cadeau que mes parents m'ont fait, c'est justement d'être allée à l'école. Parce que je me dis, en fait, on a beaucoup de potentiel. Et tu dis, si jamais j'avais pas été à l'école, ça aurait été quoi mon destin? Et c'est pour ça que, pour moi, il faut toujours qu'on continue de se battre, parce qu'il y a eu des femmes qui se sont battues justement pour que nous, on puisse aller à l'école, qu'on puisse s'habiller comme on veut, qu'on puisse prétendre à certains postes, que je puisse être directrice d'une organisation. Donc, c'est pour ça que je me dis qu'il faut jamais arrêter la lutte, parce que si elle s'était découragée, il n'y aurait pas eu de possibilités pour nous. Donc, soit on doit essayer de faire en sorte que les choses restent au même niveau ou les faire avancer, mais on peut pas... comme les New York Talks cette année, et que au final il y a un recul ou que je pense que on a des barrières socioculturelles qui font que la plupart du temps on ne veut pas se montrer ou on ne veut pas être visible. Par exemple, si je prends l'exemple de la plateforme dont on parlait avant, quand on avait des émissions, c'était très difficile. Djabou coordonnait ça, mais c'était difficile pour trouver des femmes qui et envie d'aller à la télé ou répondre à des journalistes.
Et je pense que ces barrières font que là où un homme se dit moi j'y vais, je fonce, une femme elle réfléchit à quelles questions on va me poser. Est-ce qu'on va pas me poser des questions pièges? Est-ce que l'heure me convient pour y aller? Est-ce que je peux participer à cette émission? Non, parce que j'ai des obligations. Il y a vraiment beaucoup de barrières, au-delà même de la peur, parce que tout le monde a une certaine peur, et je pense que naturellement, par rapport à la manière par laquelle on a été éduqué, les femmes ont plus de barrières, où tu dois pas hausser la voix, tu dois pas souvent être dans la contradiction. Ça dépend des milieux familiaux, hein. Il y en a où tu grandis dans ça, mais pour la plupart aussi non, de par nos contextes sociologiques. Donc je pense qu'il y a toutes ces barrières. Donc ensuite, même moi qui n'ai pas, si je prends mon exemple, j'ai pas grandi dans une famille où il y a ce type de barrière, mais longtemps j'ai été derrière au niveau de Social Change Factory. C'est que récemment, en étant directrice depuis 3 ans, que je me mets au niveau de la lumière, alors que j'ai toujours été là, mais je voulais être derrière. C'était mon choix. Je voulais pas qu'on me voie, je voulais faire que les choses marchent bien sans qu'on me voie. Mais par la suite, je me suis dit, non, si on ne montre pas de femmes qui osent parler, qui osent montrer qu'elles ont contribué fortement à des initiatives, qu'elles ont confondé des choses ou elles ont fondé des choses, on n'inspire pas d'autres jeunes filles. Elles vont pas se dire que c'est possible. Donc pour moi, chaque femme doit se faire violence, et je pèse mes mots parce que c'est vraiment se faire violence parfois pour prendre la parole, pour se montrer et pour que ça devienne normal en fait. Par exemple, quand je compare Ars une élection et la plateforme, dans Ars, dès qu'on avait une émission, parfois même les hommes ils vont confirmer avant que dans la plateforme on décide qui y va. Pour voir les dynamiques différentes, en fait, quand on est dans un groupe mixte ou quand on est avec un groupe que de femmes, où les femmes hésitent, et il faut qu'on arrête d'hésiter, en fait. Il faut qu'on ose, qu'on y aille, et de toute façon, même si quand on parle, nos voix tremblent ou des choses comme ça, c'est pas grave, on est humain. Et c'est le message qu'on porte qui compte à la fin. Donc pour les colibris, je vais prendre l'exemple d'une solution qu'une équipe d'étudiants a mis en œuvre en Gambie. C'est vraiment ils sont allés dans une communauté où il y avait eu un incendie récemment, et il commençait à y avoir de l'exode rural. Et ils se sont dit qu'on va apporter l'eau, en fait, tout simplement. Parce qu'ils avaient des difficultés pour avoir accès à un point d'eau qui était assez éloigné. Donc, ils ont fait en sorte que l'eau soit accessible au niveau du village. Ils ont aussi mis des latrines pour favoriser l'hygiène et qu'ils arrêtent les défécations à l'air libre. Et ils ont aussi travaillé à comment ils vont pouvoir gérer tout ça à la fin du projet, pour qu'ils commencent à épargner, pour pouvoir rénover ou en tout cas voir comment ils peuvent entretenir tout ce qui va être, tout ce qui a été fait au niveau du projet. Et au final, ça a réduit l'exode rural, tout ce qui était question d'hygiène par rapport aux maladies que les enfants contractaient ou même les populations qui y habitaient ont pu être réduites. Et pour moi, c'est ce genre de solution où des jeunes étudiants passés sur 1 an, ils font les formations sous forme de bootcamp. Ils vont au niveau des communautés, ils travaillent avec les communautés à des solutions et ils vont chercher, parce que nous on leur donne juste un petit fonds, et ensuite la compétition aussi est autour du fait des partenaires qui vont pouvoir mobiliser pour réaliser les solutions. Et moi je trouve ça extraordinaire parce que on leur donne pas beaucoup, on les forme, on leur dit que c'est possible qu'ils puissent changer des choses et ils changent des vies en fait. Tout un village est transformé parce que des jeunes sont venus et ont contribué et ont fait leur part en fait, comme le colibri. Alors Aram, à présent je vais vous demander le mot de la fin. Tout d'abord, merci beaucoup Diabo pour l'invitation. C'était vraiment un plaisir d'être là et bravo pour toutes les initiatives que tu mènes, tous les documentaires que tu produis, justement pour nous aider, nous toutes, à en savoir plus sur notre histoire, sur les femmes engagées et tout le travail qui a été fait. Notamment les mamans des indépendances est très riche parce que on parle pas souvent je veux dire, on pense souvent à Léopold Sédar Senghor directement, mais on ne sait pas toutes les femmes qui se sont impliquées
pour qu'on ait notre indépendance, par exemple. Donc vraiment, bravo, et j'espère que tu pourras continuer à faire tout ce travail nécessaire. Et sinon, inviter tout le monde à faire sa part. Je pense que nous, ce qu'on a essayé d'expérimenter sur ces différentes années, c'est que on peut toujours faire quelque chose, en fait, et que être dans l'inaction, c'est pas une option et c'est pas une solution. Donc pour moi, il faut s'engager à l'échelle à laquelle on peut, faire des actions pour les autres, et ceux qui veulent réveiller le colibri qui est en eux, n'hésitez pas à contacter SCF, et à suivre nos programmes et nos projets, et pourquoi pas à les soutenir également. Merci beaucoup.